Comment deviens-tu cette personne autonome? Changer d'état d'esprit et devenir autonome, c'est réaliser à quel point nous sommes dépendants en ville, malgré l'argent, avec toujours plus de contrôle et de restrictions. Le concept de la ville à 15 minutes le contrôle facial, tout cela nous amène à perdre nos libertés individuelles. Ta lumière et ton eau dépendent d'une source extérieure. Même avec l'argent, ils peuvent décider de te les couper. Tu n'as même pas remarqué que toute l'Espagne était dans le noir pendant la coupure de courant? Rien, et si ça avait duré plus longtemps, je pense que ça n'aurait rien changé non plus. Et pour la nourriture, j'ai des poules, j'ai des chèvres, j'ai un cochon que je vais bientôt abattre. De combien d'argent parle-t-on que tu as dû investir à peu près pour être dans la situation où tu es aujourd'hui? Je vais te dire à peu près. Oui, non? Par exemple, il faut dépenser une certaine somme au départ. Une coupure de courant peut être ponctuelle, mais chaque jour on nous coupe davantage jusqu'à nous plonger dans le noir. Sans que mon père me l'ait dit le lendemain, je ne l'aurais pas su. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons un invité extrêmement spécial. Vous savez déjà que sur cette chaîne, on parle toujours de sortir du système, du fait qu'on veut nous contrôler. Et aujourd'hui, nous avons une personne qui a littéralement brisé tout cela. Sortir de la matrice. Mais généralement, quand on parle de sortir de la matrice, on se concentre toujours sur la même chose, la liberté financière. Mais aujourd'hui, nous avons une personne qui n'a pas seulement cela, mais qui possède aussi la liberté alimentaire. Il est absolument autosuffisant. Il s'appelle Iker, son Instagram est Vida en Vela. Comment vas-tu Iker? C'est un grand plaisir de t'accueillir ici. Merci beaucoup de m'avoir invité, Jota. Ravi d'être ici dans ton podcast. Putain mec, franchement j'ai vu ton contenu et je me suis dit mec, je l'ai toujours pensé. Vraiment. Si un conflit éclate, si ce monde part en vrille, si on perd l'électricité, l'énergie, tout, la seule façon de survivre et de protéger les tiens, c'est d'adopter un mode de vie comme le tien. Raconte-nous un peu, comment as-tu commencé? Oui, mais je voulais d'abord te dire qu'il ne faut pas attendre une catastrophe. Il ne s'agit pas simplement de partir avec un sac à dos, mais de tout ce qui nous arrive et nous contrôle au quotidien. Ce n'est pas juste une coupure de courant ponctuelle, chaque jour on nous prive davantage. Nous perdons notre souveraineté et ne pouvons même plus nous nourrir de nos propres élevages. Les lois et restrictions augmentent, et même si une coupure de courant reste ponctuelle, on nous éteint chaque jour un peu plus jusqu'à l'obscurité. En fait, moi, quand la coupure de courant est arrivée, je ne m'en suis même pas rendu compte, puisque je suis autosuffisant. Je n'ai pas de raccordement électrique dans ma propriété. J'utilise des panneaux solaires, j'ai ma propre source d'eau et j'ai des animaux. C'est-à-dire que si mon père n'était pas venu me le dire le lendemain, je ne l'aurais même pas su. Voyons voir. Ah, donc pendant la coupure, tu n'as même pas remarqué que toute l'Espagne était dans le noir. Rien, zéro, zéro. En fait, j'étais dans ma propriété, j'étais là avec ma poule, j'étais juste en train de construire le poulailler et je ne me suis même pas rendu compte de rien. Habituellement, j'appelle ma mère chaque jour. Aujourd'hui, comme le téléphone ne fonctionnait pas, j'ai poursuivi mes activités sans savoir qu'il y avait une coupure de courant. Et si ça avait duré plus longtemps, je crois que ça n'aurait rien changé non plus, parce que je n'ai même pas les services de base comme l'électricité et l'eau. Je les ai moi-même, je ne dépends pas de fournisseurs externes, ni du réseau électrique, ni du système de pompage de la ville, rien du tout. Et pour ce qui est de la nourriture, j'ai des poules, j'ai des chèvres, j'ai un cochon que je vais bientôt abattre, donc j'ai de la viande, j'ai du lait, j'ai des œufs, j'ai aussi un potager où je plante, et j'ai les légumes que je vais consommer. Avec ça, il ne me manque rien d'autre. Donc, voyons, littéralement tu pourrais ne jamais sortir de cette petite ferme et avoir tout ce dont tu as besoin pour toute ta vie? C'est ça la mission. En fait, je n'ai aucune expérience. Je ne suis pas quelqu'un qui a vécu comme ça toute sa vie. Mais à partir de 21 ans, j'ai décidé de commencer une vie en ville, sans aucune expérience. La vie que je mène aujourd'hui, je ne savais ni traire, ni faire du fromage, ni élever des poules, et j'ai tout appris à partir de zéro. Donc la mission, c'est ça, ne rien avoir besoin de l'extérieur. Au début, il faut patienter car les animaux doivent grandir et produire, comme les chèvres qui doivent être fécondées avant de donner du lait. Je le transforme, c'est la mission. Quand j'abattrai le cochon, j'aurai de la viande longtemps. Les poules donnent à manger chaque jour. Eh bien, en fait, pour toi, Jota, j'ai apporté des œufs de mes poules sans papier. Ceux-là ne sont absolument pas enregistrés. Voyons un peu. Donc ces œufs ont été faits par toi. Par moi, non par la poule. Haha. Attends, putain, c'est vrai, je viens de t'imaginer en train de pondre les petits œufs, non?
Alors, ce sont tes poules qui pondent ça? Et celui que tu touches en ce moment, c'est un œuf de canard. Celui-ci, le plus gros, c'est un œuf de canard en fin de canne. Et il est aussi plus dur, non? Oui, quand tu le casseras, tu verras que la coquille est vraiment très dure. Ceci est un œuf de canard et oh putain, mec. Tu as aussi un œuf bleu là. Celui-ci aussi, non? Oui. Celui-ci, c'est quoi? C'est un œuf de poule, mais le jaune est aussi bleu. Oui, ce n'est pas une blague. Ha, putain. Tu viens de me larguer, non? Quel salaud. Eh mec, vraiment merci, c'est un super cadeau. Ça, tu ne le trouves pas. Un œuf sans carte d'identité, sans numéro. Quelle différence y a-t-il, par exemple, entre ces œufs et ceux que tu achètes au supermarché? La première chose, c'est le goût et les nutriments que contient l'œuf. Ça n'a rien à voir. Mes poules, comme je le montre sur les réseaux sociaux, sont toujours en liberté. Je ne les enferme pas, même avec la grippe aviaire ou toutes ces histoires de contrôle. Mes poules vivent en liberté, mangent des vers, de l'herbe, grattent la terre et passent la journée au soleil. Elles rentrent, pondent l'œuf et ressortent, c'est-à-dire qu'elles connaissent à peine l'aliment industriel et elles mangent ce que la terre leur donne. Et pratiquement, ça ne coûte rien. Et ces œufs sont spectaculaires. Tu prends un de ces œufs, ensuite tu peux le préparer. Une preuve, tu peux pincer le jaune et tu vas rester ici avec le jaune de l'œuf, sans exagérer, hein. Eh bien, par exemple, le blanc est beaucoup plus visqueux et il est beaucoup plus attaché au jaune, parce qu'il est beaucoup plus frais que les œufs du supermarché. Tu casses un œuf du supermarché dans la poêle et le blanc se casse, il s'étale partout. Ici, le blanc est super dense, vraiment. En plus, tous les nutriments qu'il contient sont bien meilleurs. Putain. Eh bien, quel cadeau tu m'as fait, je t'en remercie énormément. Avec toutes les protéines que je dois prendre, ça me va parfaitement. C'est dingue, c'est dingue. Et en plus, avec le goût qu'ont ces œufs, là tu m'as aussi bien eu, parce qu'une fois que tu as goûté ces œufs, tu ne peux plus acheter ceux du supermarché. Même pas ceux qui ont des poules. Non, rien, impossible, tu vois. Cette histoire des œufs bio et plein air pose problème. Avec la grippe aviaire, on exige de confiner toutes les poules, aucune ne peut sortir. Mais après, ils continuent à te vendre des œufs de plein air et des œufs bio qui, en théorie, proviennent de poules élevées en liberté. Comment est-ce possible qu'on te vende des œufs de plein air et des poules libres si d'un autre côté, on te dit que tu dois les enfermer? Ce n'est pas vrai non plus en ce moment. Il y a une incohérence. Oui, Parce que l'œuf est un super aliment à part entière, c'est l'un des meilleurs aliments qui existent. Mec, Iker, je suis trop content de ce cadeau, tu n'imagines pas, c'est un des meilleurs qu'on m'ait offert. Incroyable. Je veux parler un peu de toi. Comment tu deviens cette personne autonome? Qu'est-ce qui fait tilt chez toi? Et surtout, comment tu démarres? d'accord. La première chose pour moi pour changer d'état d'esprit et devenir autonome, c'est de me rendre compte surtout à quel point on est dépendant en ville, peu importe combien d'argent tu as. Ensuite, il y a de plus en plus de contrôles, de plus en plus de restrictions. Le concept de la ville en 15 minutes, le contrôle facial, tout ça fait qu'on perd nos libertés individuelles. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent en ville, mais ton électricité, ton eau dépendent d'un approvisionnement. Et même si tu as de l'argent pour payer, ils peuvent décider quand tu as de l'électricité et quand ils te la coupent, quand il y a une coupure de courant ou un problème d'alimentation. Il arrive un jour où ils disent grippe aviaire, le prix des œufs augmente. Peste porcine, le prix du porc augmente. Ou bien il n'y aura plus d'œufs, ou il n'y aura plus de porc. C'est-à-dire qu'au final, ils chauffent la grenouille à feu doux jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir sans s'en rendre compte. Comme je le disais, l'autosuffisance ne signifie pas simplement prendre un sac à dos et partir en cas de guerre. C'est chaque jour poser ses actes pour devenir plus libre. Alors, pour moi, la première étape, surtout très importante, qui m'a fait changer d'état d'esprit, ça a été de me rendre compte que la ville était très dépendante et que peu importe l'argent que j'avais, que je devais toujours respecter les règles et suivre ce qu'on m'imposait, même si cela n'avait pas de sens pour moi, car je n'avais pas le choix. Et le plus important pour moi, ce n'est pas non plus, par exemple, d'avoir des poules et d'économiser un peu d'argent, avoir des panneaux solaires ou ne pas en avoir. Pour moi, l'argent n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la liberté que tu as de dire, écoute, peu importe s'il y a une catastrophe ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai des œufs là, ou je sais que j'ai du lait, ou je sais que j'ai un cochon, que j'ai de la viande, que j'ai le garde-manger plein de charcuterie. Ça m'est égal que ça arrive ou qu'il y ait une coupure de courant, ça m'est égal parce que j'ai des panneaux solaires, je me fiche de l'argent que j'économise. Ce qui compte le plus pour moi, c'est la liberté et la souveraineté que j'ai de décider quand j'ai quoi et quand je décide d'allumer la machine à laver ou de faire ce que je veux. Mais parce que je le veux, pas parce qu'on me l'impose. Et c'est ça le plus important que j'obtiens en vivant de cette manière autosuffisante. C'est absolument admirable et je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Je veux te poser des questions sur le processus d'achat de ton espace. As-tu dit que tu n'es pas né en vivant de cette façon?
Alors, raconte-nous un peu ce processus pour pouvoir acheter les animaux, acheter la terre pour que les animaux puissent vivre. Combien d'hectares as-tu? Raconte-nous un peu plus en détail. Tout ce processus pour devenir celui que tu es aujourd'hui. D'accord. La première chose pour moi, ce qui est fondamental et tout ce qui m'a permis d'avoir ce style de vie, c'est d'avoir un travail, que ce soit à distance, de ne pas avoir à dépendre d'aller 8 heures dans un lieu physique. Et aussi, j'ai une entreprise en ligne avec mon frère jumeau. Pour moi, l'essentiel est la liberté de temps plus que l'argent. Le temps ne me dérange pas car j'organise ma journée comme je veux. Et donc je me dis à cette heure-ci, je vais travailler, à cette heure-ci, je vais être avec les animaux ou faire les. Alors quand tu as cette liberté de temps, tu peux commencer à faire plein de choses, à t'informer et à te rendre compte de toutes ces choses dont tu es dépendant. Parce qu'au final, si tu es dans la roue du hamster et que tu travailles 8 heures, tu n'as pas le temps de penser à ce qui se passe autour. Tu ne te réveilleras jamais. Tu ne sortiras jamais de la matrice, comme tu dis. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir ça, une façon de gagner de l'argent qui ne dépende pas d'aller 8 heures en ville. Aussi pour avoir du temps pour toi et passer plus de temps chez toi dans ce que tu vas construire. Dans mon cas, je travaillais déjà à distance en ville et j'ai continué à la campagne grâce aux revenus générés. Donc quand j'étais déjà à la campagne, j'utilisais déjà le même temps pour travailler. Et ensuite, tout ce temps-là, je l'avais pour construire. Construire quoi? Eh bien, construire un poulailler. Réfléchir à comment je vais avoir, par exemple, des chèvres ou comment je m'organise. La question de la traite, transformer le lait, toutes ces choses-là, je peux me le permettre parce que j'ai du temps. Ce n'est pas tant l'argent, même si l'argent est nécessaire au début, parce qu'au final, si tu n'as pas ça comme tradition familiale et que ce n'est pas quelque chose que tu as hérité, tu devras toujours acheter des animaux, mais c'est un investissement initial. Tu devras acheter, par exemple, des panneaux solaires, mais c'est un investissement initial. Ensuite, bon, c'est quelque chose que tu fais au début comme une base plus large de ce qu'est l'investissement, mais au final, ça revient. Et quand tu payes déjà des panneaux solaires, au final, ils durent très longtemps. Quand tu achètes des poules, au final, tu n'auras plus besoin d'en acheter pendant très longtemps. Tu les fais couver ou toutes ces choses-là, et au final, avec cet investissement initial, tu peux en retirer. Tu peux obtenir ces aliments ou ces bénéfices de façon pratiquement infinie. C'est pareil avec un potager. La première année, tu achètes des graines ou on t'en donne, tu plantes, et l'année suivante, tu as plein de graines. Avec ta réserve et l'eau du puits, tu n'as plus rien à acheter ni à te procurer, tu plantes tout toi-même. Ce n'est pas idyllique, c'est juste revenir à notre ancienne façon de se nourrir. Ta grand-mère ou ma grand-mère vivait toujours dans un village ou dans un hameau. Et au mieux, ce qu'on aimerait, c'est recommencer à faire le troc comme avant. Moi, par exemple, j'ai de l'huile et toi, tu as des amandes. Alors, je t'échange tes amandes contre mon huile, par exemple, tu vois. Et comme ça, il n'est pas nécessaire d'entrer dans ce cycle de travailler, gagner de l'argent, le dépenser pour acheter. Au lieu de temps, argent, acheter, je vais utiliser mon temps pour obtenir cette ressource, comme de la nourriture. Je préfère abattre le cochon la semaine prochaine. Je préfère passer 2 jours à travailler pour ensuite avoir plein de viande pour des mois, voire même pour un an. Je préfère consacrer mon temps à obtenir ma nourriture plutôt que de travailler pour acheter de la nourriture. C'est plus optimal. En plus, quand tu travailles, c'est souvent pour les intérêts des autres, pas pour toi. Alors, C'est incroyable et je trouve ça hallucinant. Franchement, c'est quelque chose à quoi aspirer, hein? Maintenant, je veux entrer un peu plus dans les détails. De combien d'argent parle-t-on que tu as dû investir approximativement pour être dans la position où tu es aujourd'hui? Eh bien, je pourrais te le dire, mais cela n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais te donner un chiffre approximatif, quelques dizaines de milliers d'euros. Tu dois dépenser au début pour le terrain, etc. Mais ça dépend. Il y a des gens qui achètent un terrain rustique et à une maison conteneur, et donc le terrain leur coûte beaucoup moins cher. Il y a des gens qui, je ne sais pas, ont déjà un terrain qu'ils héritent, donc ça tu l'as déjà. Il y a des gens qui ne veulent pas autant d'animaux, donc tu dépenses moins. Il y a des gens qui peut-être ne veulent pas avoir de panneaux solaires, donc ils n'investissent pas là-dedans. Au final, c'est ce que tu veux, le niveau d'indépendance que tu veux avoir est proportionnel. Je pense que l'argent que tu vas dépenser, si tu veux être aussi autosuffisant que possible, eh bien, et en même temps, tout cela, tu l'économises ensuite. Tu sais que c'est un investissement ce n'est pas une dépense, mais un investissement. parce que après, moi, j'imagine, ça fait combien de temps que tu n'as pas mis les pieds dans un supermarché? Et moi, maintenant, par exemple, pour acheter des œufs, du lait, des légumes, je n'achète pas beaucoup. Mais tout ça, je l'ai produit moi-même jusqu'à présent.
Ce qui est maintenant, par exemple, la viande, ça, comme je l'ai dit avant, c'est un processus, par exemple, maintenant, le sujet de la viande. Maintenant, je dois quand même acheter certaines choses, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça fait 1 an, les gens hallucinent avec tout ça. Je l'ai obtenu en 1 an, mais ça ne fait qu'1 an. Donc, par exemple, quand je fais maintenant l'abattage du cochon, je vais avoir de la viande pour longtemps. Donc maintenant, la viande, je n'aurai pas besoin d'en acheter. Maintenant, je n'ai plus de lait, mais les chevreaux vont bientôt grandir. J'aurai alors de la viande ou une femelle pour avoir d'autres petits, donc plus de lait et de viande. Tout est cyclique, un fractal. Comme la poule, elle donne des œufs chaque jour. À Cuba, ce sont des poules ou poussins. Et elle continue de donner soit des poules, soit des poussins. Et les poussins, tu peux les manger. C'est un fractal où, au final, tu investis au début, mais ça te rapporte infiniment plus que ce que tu investis. Voilà. J'ai beaucoup aimé surtout ta référence sur le fait que tu n'as plus besoin de temps que d'argent. Tout à fait. En effet, beaucoup ignorent que notre ressource la plus précieuse est le temps. Alors, rien à dire, pour être honnête, je suis stupéfait, je dirais, ça m'intéresse énormément. Je veux savoir, dans ton autosuffisance, est-ce que tu vis avec tout le confort normal qu'une personne a, par exemple, ici à Madrid? Tu as une machine à laver, un sèche-linge et une cuisine, parfois à gaz. Explique-moi comment ça marche, quelle énergie tu consommes, si tu as des lumières ou une télévision. Alors, voyons, je n'ai pas de télévision, pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux pas. C'est simplement que je ne veux pas avoir de télévision. Mais par exemple, je peux avoir une maison complètement normale, avec des lumières, un lave-linge, des réfrigérateurs. Je n'ai pas non plus de PlayStation, mais je pourrais en avoir une. Mais je te demande, peux-tu être autosuffisant et avoir ta PlayStation comme ça selon ton style de vie? Si c'est ce que je fais, cette question est pour savoir jusqu'à quel point les panneaux solaires peuvent t'alimenter. Tu peux être entièrement autosuffisant sans accès au réseau électrique. Ça m'a vraiment impressionné, exactement. Exactement. Pour moi, il est obligatoire de ne compter que sur les panneaux solaires, parce que je n'ai pas de réseau électrique, je n'ai pas d'alimentation du réseau, je suis perdu dans la montagne. Donc, les panneaux solaires, en fonction de la façon dont tu dimensionnes l'installation, j'ai aussi dû apprendre à installer des panneaux solaires sans aucune idée au départ, parce qu'on m'a arnaqué, j'ai dû apprendre à le faire tout seul. Et au final, si tu installes des panneaux solaires, la première chose, c'est-à-dire la plus importante pour qu'ils ne te fassent pas défaut, c'est de calculer ta consommation, que tu saches ce que tu consommes pour pouvoir le produire avec des panneaux solaires. Exactement. Et que les panneaux sont comme n'importe quels autres, sauf qu'au lieu de recevoir le courant d'un réseau électrique, il vient des panneaux solaires, et cela dépend du nombre de panneaux que tu veux avoir. L'onduleur que tu veux installer, les batteries, ça c'est plus lié à l'autonomie que tu veux avoir et tout ça. Mais par exemple, moi j'ai des panneaux solaires et ils fonctionnent toute l'année. Et en hiver, quand il y a moins d'heures de soleil et que le soleil est plus bas, j'ai quand même de la lumière sans problème. Tu n'as jamais eu de coupure? N'est-ce pas? J'ai eu un problème une fois à cause d'une arnaque et j'ai dû réparer le travail mal fait. Certaines personnes avec des panneaux solaires rencontrent des difficultés, alors qu'une bonne organisation dès le départ évite ces problèmes. Où il y a un jour ou des semaines où le soleil ne sort pas, et bien même quand il fait nuageux, les panneaux se chargent aussi, hein, par exemple, mais il peut y avoir un jour ou quelques semaines où jeudi, la journée est très sombre. Eh bien, tu peux acheter de l'essence et avoir un réservoir d'essence pour t'auto-approvisionner, au cas où tu n'aurais pas de lumière du soleil. Et avec ça, tu aurais déjà cette source d'énergie qui est l'électricité, de manière indépendante. J'ai aussi de l'eau, j'ai de l'eau d'un puits. C'était justement ce que j'allais te demander maintenant, la question de l'eau. D'où vient l'eau? Comment tu la tires d'un puits avec une pompe à eau et de là, eh bien de là aussi. Maintenant, je la pompe vers un bassin d'eau où je la stocke, puis de là vers la maison. C'est simple. C'est une douche normale. Oui, j'ouvre le robinet, l'eau coule, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, je lance la machine à laver. Tout est un normal. Ça, totalement en dehors du système. Totalement. C'est que, à l'époque où nous vivons aujourd'hui, ce que tu fais ressemble à de la magie. Oui, oui, mais ce n'est rien de plus éloigné de la réalité. Avant, il n'y avait pas autant de commodités. Je pourrais avoir la télévision ou la vidéo, mais je n'en veux pas. Oui, mais tu pourrais. Ouais, je pourrais avoir une télévision ou une PlayStation, mais la vérité, c'est que je n'en ai pas envie. Mais je pense aussi que pour l'eau, c'est pareil. Je l'ai à l'extérieur, de façon indépendante. Je n'ai pas de puits. Ensuite, je l'envoie dans une citerne et de là, vers la maison. J'ai ce confort d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau. Tout ça sans ces services que la ville te fournit. Et tout cela, ce n'est pas non plus quelque chose de fou. Avant aussi, on avait ça, on buvait de l'eau depuis, et ces commodités comme avoir de l'électricité ou un téléphone, ça n'existait pas avant, mais ce n'était pas nécessaire non plus à l'époque. Avant, les gens travaillaient dans les champs et n'étaient pas devant un écran.
où il n'était pas nécessaire d'avoir toutes ces commodités ou ces choses dont on a besoin aujourd'hui. Mais en réalité, ce ne sont pas des besoins, ce sont des choses imposées et il n'est pas nécessaire de regarder la télévision. Au contraire, il vaudrait mieux ne pas le faire. Et aussi, ce dont je me rends compte en vivant de cette manière, c'est que tout est en équilibre. Les animaux, quand ils grandissent, quand tu les sacrifies, la viande qu'ils te donnent ensuite. Par exemple, les mises bas des ruminants ont lieu au printemps, quand l'herbe était meilleure, pour que les chèvres ou les ruminants puissent manger le meilleur pâturage et donner plus de lait. Tout cela est parfaitement conçu. La question du bois de chauffage aussi, avant il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de plaques vitrocéramiques. Les gens cuisinaient quand même en coupant du bois, c'était la chose la plus normale et la plus courante. Maintenant, on voit que cuisiner au bois, on se dit que c'est un luxe, pas un simple barbecue au bois. Même avec le charbon, c'est comme autrefois. Je ne vais pas te dire que c'est quelque chose de compliqué, c'est simplement revenir en arrière, et c'est, je crois, ce que nous devons faire, et que je suis en train d'entreprendre. Je veux te demander, donne-moi plus de détails sur l'histoire du puits. Je veux savoir, c'est toi qui as fait le puits? Non, il était déjà fait dans la propriété, et pour le puits, tu mets simplement une pompe à eau avec un tuyau qui peut aller directement jusqu'à la maison si tu l'as à proximité. Ou bon, si tu as une pompe avec trop de puissance. Et ça pousse l'eau, ça aspire et ça pousse. Et ça marche du tonnerre. Eh bien, tu dois effectivement faire l'installation de la plomberie. Mais c'est aussi quelque chose de très simple. Il suffit de mettre des robinets et c'est tout. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et que nous pouvons aussi obtenir par nous-mêmes. D'accord, parfait. Donc, toi, tu as déjà acheté le terrain avec le puits, tu ne l'as pas fait toi-même, c'est-à-dire c'est simplement un puits qui sont creusés, ils ont trouvé de l'eau, et voilà. C'est illimité, ça ne s'épuise pas. Il se remplit à nouveau. Pour ainsi dire, quand tu en prends, ensuite il se remplit, il se remplit, il se remplit. Ça vient de la terre, l'eau et au final, toujours. Elle est pure et propre. Regarde, justement, c'est une autre chose importante. L'eau serait pure si l'être humain n'était pas là. En mettant la pâte et en faisant, par exemple, de la monoculture, autour de chez moi, il y a beaucoup de monoculture. Donc la monoculture implique des pesticides, implique des herbicides, implique plein de produits chimiques qu'on met dans la terre. De la terre à l'eau, puis à mon puits et enfin à ma maison. Donc, c'est très important que, quand on vit dans un environnement comme ça, naturel, même si on pense que c'est quelque chose d'idyllique, boire de l'eau de puits. Il faut bien savoir d'où elle vient. Si les monocultures autour utilisent enfin des produits chimiques et pesticides, tout cela pollue l'eau, rendant sa consommation impossible. J'ai aussi dû faire une étude. J'ai dû apprendre comment la filtrer, comment la traiter pour qu'elle soit propre à la consommation. Ou que l'eau est déjà propre à la consommation. Mais ça t'a coûté cher, non? Oui, bien sûr, surtout pour moi, me rendre compte de ce qui n'allait pas. Parce que dans les analyses non plus, on ne mesure pas tous les paramètres pour dire s'il s'agit de pesticides ou non. Il faut être très précis. Tu peux analyser l'eau et obtenir des paramètres comme la conductivité, mais détecter un pesticide particulier est différent. C'est très spécifique. Il faut donc le demander à part. En réfléchissant, je me demandais, qu'est-ce qui peut arriver à l'eau? Elle me faisait du mal, il se passe quelque chose. Alors quand je me suis rendu compte que j'étais entouré de monoculture, je me suis dit, ça doit être ça. Effectivement, j'ai fait l'analyse et c'était ça. Comment tu évites ce problème? Comment tu élimines ces pesticides si nocifs pour l'eau? Généralement avec une machine de nanofiltration. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche le passage des pesticides ou de quoi que ce soit, elle laisse l'eau pure et en plus elle la reminéralise. C'est une machine que j'ai aussi achetée. C'est pareil, tu dois l'acheter une fois et ensuite tu n'as presque plus rien à acheter, peut-être juste un filtre de temps en temps. Mais voilà, tu peux avoir de l'eau qui n'est pas consommable et si tu utilises ça. Bon, il faut toujours que ce soit de l'eau potable, non? Mais par exemple, si elle a ce problème de pesticides, même si elle passe par une machine d'osmose inverse, l'osmose inverse non plus n'élimine pas complètement les pesticides. Mais une machine de nanofiltration comme ça, et c'est prêt, tu as de l'eau, même si l'eau est contaminée, tu règles le problème avec un autre appareil, non? Totalement. C'est vraiment incroyable, hein? Tout ce que tu as accompli et surtout en un an, ça m'a encore plus impressionné. Et en fait, j'ai tellement faim en ce moment, je suis à jeun et je vois ces œufs là-bas, ça me donne vraiment envie d'en manger. Incroyable. Mais parlons-en maintenant. Tu as mentionné un régime pratiquement basé sur les produits animaux. Oui. Totalement. C'est-à-dire, Peut-on être autosuffisant et vegan? C'est une bonne question. je veux te poser, est-ce impossible? Comment? C'est impossible. Impossible, tu ne peux être vegan que si tu as le supermarché à côté. Pourquoi? Parce que toi, par toi-même, de façon autosuffisante, tu ne pouvais pas obtenir ces céréales, ces légumineuses. Bon, alors le tofu, n'en parlons même pas. Celui qui plante du soja le transforme. C'est impossible, mais ce qui reste le plus accessible toute l'année, ce sont les animaux.
Les poules donnent des œufs chaque jour, les canards aussi, selon la race. Si tu tues un cochon, tu as de la viande pour 1 an. Si tu chasses, tu as aussi de la viande pour longtemps. Et tout seul, par toi-même, tu n'as pas besoin d'une industrie entière pour l'obtenir. Alors, le véganisme, en plus de ne pas pouvoir être autosuffisant, c'est une mesure de contrôle de la population. Pourquoi? Parce que s'ils nous disent que les aliments d'origine animale, que les œufs contiennent du cholestérol, que la viande donne le cancer, toutes ces choses-là, ou que le lait est mauvais pour ensuite te vendre du lait de soja, tout ça, au final, c'est de la propagande scientifique, soi-disant basée sur des études, mais quand tu regardes après, ceux financés le sont par des laboratoires pharmaceutiques ou des entreprises profitant des résultats de l'étude. Et au final, la plus grande étude qui existe dans l'histoire, c'est justement l'histoire, l'évolution de l'être humain, qui a toujours fonctionné comme ça, exactement. Les gens mangeaient ce qu'ils avaient autour d'eux, ils ne mangeaient pas du soja du Canada, c'était impossible. Des céréales ou celles de Kellogg's. Exactement, des céréales, mais en plus, des céréales ultra transformées, là je n'en parle même pas, mais des céréales à base de farine, c'est-à-dire de blé, de maïs, toutes ces choses-là. Le maïs, tu peux en semer, et si tu le sèmes, c'est bien, mais une personne 100% autosuffisante végane, j'en connais aucune. Après, s'il y a quelqu'un de végane et autosuffisant, qu'il vienne me le prouver, mais le véganisme, c'est ça. Il y a des personnes derrière tout ça qui veulent contrôler la population et qui profitent des résultats de ces études. Et aussi, quand on dit que la viande est mauvaise, c'est pour te vendre de la viande synthétique, des produits véganes, qui par hasard sont justement faits à partir de céréales ou de monoculture. Celui qui affirme que la viande et les œufs sont mauvais en possède, c'est donc un conflit d'intérêts. C'est la même personne qui critique les œufs. Il me vend les produits véganes et il possède la matière première à partir de laquelle ce produit vegan est fabriqué. Donc, je n'y crois pas. Alors, tous ces scientifiques qui disent n'est que la viande, que les œufs, que le lait et toutes ces choses-là, au final, ils tombent dans ces pièges du système. Pour moi, c'est de la pure propagande, pure et dure, et ce qu'ils veulent, c'est tout contrôler. Parce que si tu enlèves à une personne la viande, tu lui enlèves les œufs, tu lui enlèves le lait, cette personne, ce qu'elle doit manger, elle doit l'acheter. Je voudrais faire une parenthèse sur le lait. Le lait est mauvais. On le répète souvent récemment. Le lait du supermarché n'est pas celui que tu bois. Non, je le bois directement, tel qu'il sort de la chèvre. Ça, c'est non pasteurisé, non pasteurisé. Et raconte-moi un peu. Regarde, tout ce qui concerne le lait est aussi contrôlé derrière, parce qu'au final, celui qui a fait le... Bon, ça vient. L'histoire que le lait cru, le lait qu'on a toujours bu, est mauvais. Après l'industrialisation à New York, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une épidémie où beaucoup d'enfants sont morts après avoir consommé du lait cru. Mais on ne te dit pas pourquoi. La nuance importante, c'est que les vaches dont on tirait le lait étaient nourries avec les déchets de la distillation du whisky. Donc elles étaient nourries comme ça. Ils nourrissaient et saoulaient les vaches, te donnaient un mauvais lait et l'adultéraient en plus. Ils ajoutèrent de la farine, de la mélasse, du plâtre, de l'eau. Là-bas, l'eau du réseau n'était pas potable, alors ils ajoutaient de l'eau pour que ça ressemble au lait. C'est vrai parce que ce que donnaient les vaches était mauvais et tout ça. Ensuite, ils le vendaient aux gens. Bien sûr, les gens le consommaient comme ils l'ont toujours fait. Mais le problème, c'est que ça a tué beaucoup d'enfants. Le problème n'était pas le lait, mais ce qu'ils en avaient fait. Ce qu'ils avaient fait avec la vache. Avec la vache, puis en adultérant le lait. Et tout ça. C'est le lait Swill, si vous voulez chercher comment ça s'appelle. Swill Milk, Swill Milk. Oui, vous pouvez chercher et voir. C'est comme ça que ça s'est passé. En plus de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Prétexte parfait pourquoi? Pasteurisation obligatoire du lait. Que se passe-t-il là-bas? Les éleveurs locaux qui ne pouvaient pas s'occuper de cette machine à pasteuriser ne pouvaient pas vendre de lait. Tu élimines déjà les personnes, les éleveurs, les gens comme toi, comme moi. En dehors du marché, tu as un monopole. Un monopole de qui? Seulement les grandes entreprises puis AS pouvaient se permettre ces machines. Alors, tu retires du marché toutes ces personnes qui feraient un commerce local et favoriseraient davantage ce commerce circulaire. On est toujours habitué à devoir aller acheter du lait déjà pasteurisé, en briques et tout ça, en plus des propriétés que ce lait pasteurisé, ultra pasteurisé possède, c'est que tout est détruit avec la pasteurisation. Les enzymes, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ont du mal à digérer le lait. Parce que le lait cru contient des enzymes qui t'aident à digérer, il contient de la lactase qui t'aide à digérer. La lactose contient aussi des micro-organismes vivants qui t'aident à la digérer. Elle contient des protéines intactes, des immunoglobulines qui sont très bonnes pour le système immunitaire, tout cela est intact.
Le lait industriel, si tu le pasteurises, tu enlèves déjà tout ça. C'est pourquoi le lait frais n'a rien à voir avec celui du supermarché. Ça, c'est de l'eau blanche, c'est autre chose. C'est le même nom, mais c'est un autre produit, complètement différent de ce qu'est le lait pasteurisé. Le lait frais ne ressemble pas à celui du commerce. Ce n'est pas du vrai lait. Quand tu goûtes du lait frais puis celui du supermarché, tu vois la différence. Ce n'est pas du lait. En plus, ils en mettent toujours moins. Quelles sont les grandes différences? Tu pourrais me les résumer? Oui, la graisse du lait, si les animaux sont en liberté et mangent de l'herbe, ça se ressent vraiment. La graisse est plus riche. Ensuite, en plus d'être pasteurisé, c'est homogénéisé. Et ça, ce que ça fait, c'est que la graisse, c'est-à-dire toi, enfin ceux qui nous regardent, ils sauront que quand tu traites du lait ou que tu vas chez quelqu'un qui a qui a bu du lait fraîchement trait, en chauffant ou en laissant reposer le lait, la crème reste au-dessus. La crème, c'est la couche la plus épaisse, celle qui contient le plus de graisse, la couche la plus grasse du lait, et ça remonte à la surface à cause de la densité. Alors quand tu homogénéises le lait, ce que tu fais, c'est que ces particules de graisse qui normalement remonteraient à la surface du récipient deviennent si petites qu'elles se mélangent avec les particules d'eau du lait. Cela interfère aussi avec les acides gras présents dans le lait, qui ne sont plus aussi assimilables, etc., etc., etc. C'est-à-dire que tout ce processus de pasteurisation, la pasteurisation, en plus du contrôle, tue le lait et te laisse avec une boisson morte. C'est aussi pourquoi il y a autant d'intolérances et d'autres problèmes. Parce qu'au final, ils ne sont pas habitués à boire du vrai lait. Et s'ils buvaient du vrai lait, je pense que ça se réglerait. La plupart des gens, Question très sérieuse. Qu'est-ce que je veux te faire? Depuis que tu mènes ce style de vie, as-tu remarqué un changement physique, de santé, d'énergie considérable par rapport à qui était Iker avant? oui, totalement. Surtout, être plus connecté à la nature et avoir ces moments où tu es plus présent dans l'instant, au final, ça t'enrichit énormément. C'est-à-dire, c'est l'alimentation et c'est être plus connecté à la nature. Et c'est aussi s'éloigner de tout ce frénétisme qu'on a en ville. D'avoir le portable et un écran des stimulations, ça aussi, ça te détruit l'esprit et être connecté avec le corps aussi. Tout ça a beaucoup à voir avec l'alimentation et aussi avec le fait d'être connecté au rythme circadien. Que tu sois exposé au soleil sans protection, sans crème, sans absolument rien, c'est comme ça que tu dois le recevoir. Tu dois recevoir le soleil de cette manière. Alors, ça m'a apporté une santé énorme. Je ne tombe pas malade, c'est comme ça. Avant d'arriver à la campagne, moi, je voulais vraiment me nourrir de ce que je cultive. C'est ça, mais en le faisant, tu le ressens vraiment. Des œufs, du lait fraîchement trait, c'est vraiment merveilleux. Et ça, c'est de la pure santé. Tu ne trouves pas? L'autre jour, j'ai bu du colostrum de chèvre. Le colostrum, c'est le premier lait que donne la chèvre, enfin la chèvre, ou n'importe quel mammifère, le tout premier lait qu'il donne. Ce lait est très concentré en matière grasse et il contient aussi plein de protéines pour le système immunitaire. C'est incroyable, vraiment, ça te donne un coup de fouet spectaculaire et j'en ai pris l'autre jour. C'est incroyable ce qu'est le colostrum et ça te rend fort, fort. Oui, non, oui, oui, le colostrum, c'est vraiment incroyable. Et une question que je veux te poser, tu as déjà une communauté considérable, tu as déjà dépassé les 100 000 abonnés sur Instagram. J'ai découvert ton contenu, si je l'avais vu avant, je t'aurais suivi plus tôt. C'est incroyable, je t'admire vraiment. Maintenant, parlons un peu de qui sont généralement les personnes qui critiquent le plus ton style de vie. Écoute, il y a deux personnes. Les végétaliens me disent que de manger sans animaux, voient ça joliment, mais quand je fais quelque chose avec eux, ils me demandent si je pourrais manger sans animaux. Et donc, eh bien, alors je ne peux pas être autosuffisant, c'est la première chose. Et puis, il y a d'autres personnes qui me considèrent déjà comme un danger pour la santé publique. Parce que je bois peut-être du lait fraîchement trait, il y a plein de gens qui me disent que je suis un danger parce que je bois ce lait, donc je dois le faire bouillir ou autre chose. Et moi, enfin bon, c'est interdit parce que c'est encore autre chose. Tu ne peux pas acheter du lait à un berger du coin, tu ne peux pas acheter du lait fraîchement trait. Tu ne peux pas non plus acheter ses œufs. Eh bien, des œufs sans papier, ici c'est illégal d'avoir une poule sans l'enregistrer. D'abord, Tu es en train de commettre une illégalité. oui, 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 venez m'arrêter, j'ai des poules sans papier. Enfin, c'est aussi quelque chose qui embrouille beaucoup de gens. On pense que la loi doit être bonne, mais le fait que quelque chose soit légal n'implique pas que ce soit moral à 100%. J'ai toujours dit que c'était très sérieux car l'esclavage, Était légal. cela ne veut pas dire que c'était moral. L'avortement est légal, ça ne veut pas dire que c'est moral. Exactement, exactement. Alors, qu'on vienne me dire à moi que boire du lait est mal parce que la loi le dit. Alors, selon cette même logique, l'alcool cause beaucoup de maladies, provoque une dépendance, le foie mais le foie gras, et il est lié à beaucoup de maladies. Pourquoi ne l'interdisent-ils pas?
Si c'est mauvais, le tabac devrait aussi être interdit. Le tabac te tue directement, fumer, ça tue, c'est légal. Mais ce n'est pas moral. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas cohérentes. Ou vendre des produits ultra transformés aux enfants, des sucreries, c'est légal, mais ce n'est pas moral. Je veux te poser une question. Pourquoi crois-tu qu'il est illégal d'avoir des poules? Pourquoi crois-tu qu'il est illégal de vendre du lait non pasteurisé? Pourquoi crois-tu qu'on attaque toujours la graisse animale? Pourquoi crois-tu que le mode de vie que tu promeus est considéré comme un danger pour la société moderne? Parce que ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable qu'une personne soit souveraine en ce qui concerne sa nourriture. Ou ce n'est pas rentable qu'une personne ait ses panneaux solaires et ne soit pas connectée au réseau. Ce n'est pas rentable que j'ai un puits d'eau et que je n'ai pas à acheter de l'eau. Tout cela n'est pas rentable. Donc, il faut qu'on comprenne ça, et c'est quelque chose qui ouvre vraiment l'esprit. Quand tu te rends compte que tout est une question d'intérêt, que tout tourne autour de l'argent, tu comprends qu'une personne qui vit dans cette liberté de produire sa propre nourriture, d'avoir son potager, d'avoir ses animaux, d'avoir ses panneaux solaires, ce n'est pas rentable. Alors, c'est pour ça qu'ils diabolisent autant tout ça, qu'ils mettent autant de restrictions et aussi autant de propagande, parce qu'il y a deux façons qu'ils utilisent pour lutter contre cette souveraineté. La première, c'est avec des lois en imposant. Et la seconde, c'est avec la propagande. Avec la propagande. Ce que tu fais, c'est te débarrasser de beaucoup de personnes faibles d'esprit, qui ne se posent pas de questions et qui croient qu'un au récit officiel. Avec cette propagande, tu élimines beaucoup de gens. Au cas où certaines personnes voudraient encore sortir de la boîte, comme celles qui suivent ton podcast ou prennent la pilule rouge, tu leur mets plein d'obstacles juridiques pour qu'ils ne puissent pas y arriver, tu comprends? Alors Zar, ça passe par deux voies, la propagande et l'aspect administratif, l'aspect légal. Tout cela vise à nous enlever notre souveraineté, nous rendre dépendants, acheter tout à l'extérieur et nous contrôler totalement. Iker, allons approfondir un peu ce sujet. Tu penses que ce n'est qu'une question d'argent? C'est-à-dire, tu crois que tout ce système, toute cette propagande, tout ce dispositif qui attaque de manière aussi dure un mode de vie comme celui que tu promeus, c'est uniquement et exclusivement parce que tu n'es pas un business. En partie oui, et en partie c'est à cause du pouvoir, le pouvoir que ces personnes, cette élite, obtiennent en contrôlant plus de population. Je ne crois pas qu'ils aient un besoin d'argent, mais il sert aussi à te contrôler. Alors, quand ils utilisent ces stratégies, au final, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la propagande ou autrement, ils t'ont déjà sous contrôle. Alors, avec ce contrôle, ils obtiennent plus de pouvoir parce qu'ils peuvent manipuler les masses. Donc avec ça, ils ne manquent donc pas d'argent non plus. Je ne pense pas qu'ils aient besoin d'argent, mais simplement, ils peuvent contrôler plus de personnes. Donc en plus de l'argent. Je pense qu'il y a aussi ce désir croissant de tout contrôler et englober. C'est tout simplement simple, mais c'est beaucoup. Oui, mais par exemple, le sujet du véganisme, la guerre contre la graisse, la guerre, je ne sais pas, contre tous les aliments naturels. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il est interdit d'avoir ses propres poules. Et en vérité, il n'y a aucune base scientifique qui justifie que ce soit ainsi. Donc, ce que je pense vraiment, c'est qu'ils cherchent une société de gens malades. Exactement. Par exemple, ça n'a pas de sens avec le sujet dont tu as parlé, le sujet des poules, qui n'a aucune base scientifique. Exactement. En plus, par exemple, avec le sujet de la grippe aviaire, qu'est-ce qui se passe? Ils te disent que les poules doivent être enregistrées à cause d'une épidémie de grippe aviaire pour qu'elles soient recensées. S'ils tiennent vraiment à toi, ils les tuent pour toi, tout simplement? Et la solution pour soigner ou prévenir cette grippe, c'est de mettre les poules enfermées dans le poulailler. Quand elles sont enfermées, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est qu'elles n'ont pas de soleil, ce qui est essentiel et primordial pour la santé. La deuxième chose, c'est qu'en gardant les poules enfermées, le stress augmente, et le stress est le plus grand immunosuppresseur. Et ensuite, on t'a dit, c'est que c'est ce qui se passe quand tu gardes les poules enfermées. Elles sont plus en contact les unes avec les autres, elles sont plus malades à cause du manque de soleil, et aussi parce qu'elles ne mangent pas les insectes et la nourriture naturelle qu'elles mangeraient si elles étaient en liberté. La deuxième chose, c'est quand elles sont stressées. Alors, ces trois choses, donc ce qu'ils font, c'est que cette mesure qu'ils veulent prendre pour pallier une épidémie de grippe aviaire, en fait tout le contraire. Ça n'a pas de sens. Donc même s'ils te disent que c'est mieux parce que les autorités le disent, en réalité, ce n'est pas le cas. Les gens savent que les poules élevées en liberté seront en bien meilleure santé que celles qui sont en cage. C'est évident, mais bien sûr, on nous a fait croire le contraire et il faut le contester. Il faut l'expliquer aux gens. Non, des poules élevées en liberté sont plus saines et robustes que celles d'un élevage industriel, non? Y a-t-il une raison pour laquelle Pour laquelle on
On dit qu'il vaut mieux que les poules soient enfermées. Est-ce à cause de la grippe aviaire? Oui, à cause de la grippe. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire c'est un problème qu'ils ont créé pour ensuite te vendre une solution qui ne profite qu'aux mêmes personnes, comme toujours. Exactement. Un virus, puis avec ce virus, confinement, avec ce confinement, maladie, une maladie, eh bien tu causes beaucoup de dégâts et voilà. C'est aussi ça le business. Ensuite, ils sortiront des vaccins et voilà, les gens iront vacciner les poules ou leur donner des médicaments ou autre chose et ce sera comme ça. Est-ce que ce qui s'est passé en 2020 t'a affecté d'une manière ou d'une autre pour que tu sois là où tu es aujourd'hui? En partie, moi, tu vois, j'ai 22 ans et je l'ai attrapé. Eh bien, je t'admire encore plus. Donc je l'ai attrapé, tout ça. Tu vois, j'étais en train d'étudier. J'ai étudié en laboratoire, un laboratoire clinique. J'étais là avec tout ça. Donc pour moi, avec du recul, oui, je le vois, c'est vraiment flagrant tout ce qu'ils ont fait. Je me souviens de tout ce qu'ils disaient à l'époque où j'étudiais, car j'étais vraiment impliqué. Bien sûr, j'étais un gamin, j'avais 16 ans, mais j'étais vraiment à fond dans toute cette machine, dans la façon dont on en parlait. Et maintenant, avec du recul, je m'en souviens et je me dis, putain, c'était vraiment flagrant, tu vois. Tout était différent. Avec le Covid, c'était différent. Il y avait un test PCR, mais non. Avec le Covid, c'est RT, PCR, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas combien. C'était différent. Tout était spécial. Tout était spécial. Et au final, je ne pense pas que ce qu'ils nous ont fait à ce moment-là soit vraiment une bonne chose. Eh bien, Tu t'es fait piquer? moi, par ignorance, oui. C'est-à-dire, je n'en ai pas honte ni rien. Simplement, grâce à ces actes, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne le regrette pas, je ne me torture pas, je le gère simplement. Et à ce moment-là, avec les connaissances que j'avais, c'est ce que j'ai fait. Oui, non, c'est compréhensible. 16 ans, je ne me justifie pas ni rien, mais simplement ça aussi, en partie je le remercie, parce que grâce à ce qu'ils ont fait, beaucoup de gens se sont aussi réveillés. Donc il faut toujours regarder le bon côté des choses, et tu ne vas pas non plus te torturer pour ce que tu as fait. Au final, tu dois l'accepter et dire, il s'est passé ça, j'ai fait cette erreur. Ce n'est pas se repentir, c'est apprendre. Parce que si tu te repens, tu es toujours en train de te martyriser. Je n'aurais pas dû le faire, je n'aurais pas dû le faire, au final, tu seras pire que si tu l'acceptes. Écoute mec, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour régler ça? Écoute, eh bien je vais mieux m'alimenter, je vais être plus connecté à la nature, plus tout ça, je vais être connecté à la terre, faire du grounding, toutes ces choses-là, voilà. Regarde ce que tu peux faire, pas ce que tu as fait, concentre-toi sur le présent et sur ce que tu peux faire maintenant pour le résoudre, ne reste pas bloqué dans le passé. Ça vaut pour tout, pour les vaccins et pour tout le reste. C'est littéralement comme ça. Le bon côté de tout ce qui s'est passé en 2020, je pense que Jota n'existerait pas si je n'avais pas vu autant de mensonges, autant d'incohérences, autant de tensions, autant de psychoterror qu'ils ont infligé à la population. Je l'ai dit dans le podcast de Wall Street Wolverine, c'est sur mon profil. La pandémie a démontré que les médias contrôlent tellement les gens que si cela avait été dit à la télévision en prime time, les gens n'auraient pas attrapé cette maladie en se mettant un doigt dans le cul et en sautant sur une jambe. À midi, on aurait vu beaucoup de gens le faire. C'est une véritable folie. Ils ont complètement annulé la pensée critique. Iker, c'est principalement ce qu'ils attaquent, le fait que nous n'ayons pas cette pensée critique. Des personnes comme toi qui ouvrent l'esprit à tant de gens, c'est ce qui ne les intéresse pas. Parce qu'avant tout, et l'autosuffisance, pareil. Il faut se réveiller ici et avec des personnes comme toi. Ce sont des personnes qui franchissent ces étapes et qui montrent comment le système fonctionne réellement. Et tout ce réseau de dépendance, de réseau clientéliste, que tout cela au final est mu par des intérêts et que rien n'est fait en vain et qu'ils ne le font pas pour notre bien, je pense que c'est la première étape. Et ils le font déjà. Un très bon travail donc. Merci beaucoup, mon pote. Je pense que ton travail était même plus utile que le mien. Le mien, parce qu'une chose est d'éveiller les consciences et une autre chose est littéralement de sortir du système qui nous opprime. Et parfois, quand on me demande, tu fais partie de la dissidence contrôlée, je leur donne un peu raison et je t'explique pourquoi. Parce que personne ne me contrôle, dans le sens où personne ne me paie pour provoquer certaines émotions ou pour orienter certaines lignes de pensée. Ce n'est pas du tout ça, mais à la fin de la journée, je dépends quand même de plateformes numériques, des plateformes numériques qui sont contrôlées par certaines personnes. Ces personnes savent parfaitement que si je franchis certaines limites, je perds mon gagne-pain. Et pour ne pas perdre mon gagne-pain, c'est moi-même qui m'autocensure et qui régule mon propre message. Parce que j'ai peur de ne plus pouvoir vivre de ce qui me passionne. Alors oui, c'est vrai, oui, c'est dangereux et vraiment, tout le monde numérique me fait me poser certaines questions. Je vais te dire la réflexion à laquelle je suis arrivé avec toutes ces choses, parce qu'on me le dit souvent.
Tu es en dehors du système, mais tu as des réseaux sociaux. Et regarde, moi avec l'allégorie par exemple de Platon et de la caverne, ça par exemple, si je veux ou si tu veux montrer comment est vraiment la vérité, pour ainsi dire, ce serait sortir de la caverne pour le dire aux personnes qui sont à l'intérieur. Tu dois descendre, tu dois entrer dans la caverne, tu dois aller dans la caverne, tu dois vraiment l'accepter. Et c'est un travail de dire, écoute, je vais entrer dans la caverne, je vais jouer, je vais être avec ces règles qui sont imposées dans la caverne. Mais pour aider les gens à sortir, c'est comme ça, moi je le vois comme ça, tu es à l'intérieur, mais tu es avec leurs règles. Pour que les gens sortent, se réveillent, réfléchissent et y arrivent. Voilà, voir le soleil, la vérité et tout le reste. Pour faire sortir les personnes, il faut d'abord entrer. Sans entrer dans la caverne, tu ne peux pas les faire sortir. Alors moi aussi, j'ai eu cette réflexion de me dire, et si je suis dedans? Oui, que je suis dedans. Oui, que je suis dedans. Et je ne le nie pas, simplement moi. Pour moi, ça vaut la peine d'être à l'intérieur pour faire sortir les personnes. Et moi, être conscient que la caverne n'est pas la réalité c'est ce qu'il y a dehors. Alors, même si je dois descendre en bas et que je dois être avec ces règles et peut-être avoir un préjudice pour moi, pour peut-être réveiller plus de personnes, je l'assume et je le fais. Et au final, c'est la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux. Parce que si je ne voulais pas, si je voulais juste regarder le soleil pour ainsi dire, en reprenant l'allégorie de la caverne, si je voulais voir seulement la vérité, je n'irais pas dans la caverne. Mais pour moi, le devoir d'une personne qui a vu la vérité, c'est de dire aux autres qu'il existe une vérité et que ceci est un mensonge. Et c'est pour cela que je crois aux réseaux sociaux. Et tu ne te sens pas seul, mec, tu ne te sens pas seul. Je te l'ai mentionné tout à l'heure, je pensais qu'il y avait un changement, que les gens prenaient conscience. Mais des événements récents, très récents, montrent que les gens sont attardés, même ceux qui peuvent être plus alignés avec nos valeurs et nos principes. Les gens voient le monde comme une guerre entre les bons et les méchants. Et en vérité, il y a la guerre de la vérité contre le mensonge. Il y a la guerre de la souveraineté, contre le globalisme. Et les deux côtés, la droite et la gauche, font partie du mensonge. C'est la réalité. C'est-à-dire, il n'y a pas, aujourd'hui, il y a des conflits au Moyen-Orient et les gens analysent de façon puérile, de manière tellement absurde, en disant oui, démocratiser l'Iran, oui, et tu te dis, ah putain, attends, les choses sont bien plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Mais qu'est-ce que la démocratie? Enfin, si on s'arrête à ces choses-là, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Un bout de papier? En fait, on pense qu'à partir du moment où les gens peuvent voter, ils sont libres juste parce qu'ils votent. Ruben Gisbert a participé à tes débats et l'explique très bien. Un texte disant qu'un système est démocratique ne signifie pas qu'il l'est réellement. Ça doit se baser sur les faits, pas sur ce qui est écrit sur un papier, pas sur ce que quelqu'un dit, mais sur ce qui est fait. Donc, il faut qu'on regarde ça, ce que tu fais, pas ce que tu vas dire, hein. Oui, je vais apporter la démocratie à tel pays. Oui, mais alors tu le fais, tu ne le fais pas pour ça, tu le fais. Ce que tu ne fais pas non plus, non. Mais tu le fais aussi pour tes propres intérêts. Le problème, c'est que quand on sait que tu fais croire aux gens que tu le fais pour leur bien, c'est différent de ce qu'ils font d'habitude. Bon, l'impérialisme et tout ça dont on parlait tout à l'heure, C'est ça le sujet? Les Européens pensent être le centre du monde, et je crois que c'est vrai actuellement. L'Occident exerce un contrôle tellement féroce que je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent ailleurs. Je ne sais même pas si en Chine, il faudrait que je me renseigne parce que la Chine exerce aussi beaucoup de contrôle sur sa population. Est-ce qu'il existe des lois qui empêchent les gens d'avoir des poules? J'aimerais bien le savoir. non, non, c'est brutal, c'est brutal, c'est brutal. Quand j'ai aussi fait une vidéo où je disais qu'il est plus facile d'avoir de la drogue pour sa propre consommation que d'avoir une poule. Moi, je viens d'un quartier où j'ai tout vu. En plus, ils sont tous impliqués et ont intérêt à ce que ce business marche. La police t'arrête, tu dis que c'est pour ta consommation personnelle, il ne t'arrive rien. Mais si tu es pris avec une poule, enfin, ça peut t'arriver ou pas. Ce que dit la loi, c'est qu'ils te mettent une amende, minimum 3 000 € si on t'attrape, et pour avoir de la drogue. En théorie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la moralité, la légalité. Je ne dis pas, je ne suis pas là pour interdire quoi que ce soit, mais ce n'est pas fait pour notre bien, c'est fait pour nous contrôler. Donc il faut faire la différence et il faut être cohérent avec ces choses-là et avec les incohérences qu'il y a dans leur discours. Simplement en travaillant avec leur propre annonce, c'est-à-dire avec ce qu'ils disent eux-mêmes, rien qu'en jouant avec ça, tu vois déjà les incohérences. Alors tu te dis, d'accord, rien qu'avec ces mêmes prémices qu'ils nous donnent, on peut arriver à la conclusion que c'est faux. Ils veillent à notre bien pour qu'on ait des poules. Alors pourquoi ne veillent-ils pas à notre bien, par exemple, en autorisant le tabac? Moi, je ne veux pas l'interdire, moi, ça m'est égal. Je ne suis pas là pour ça, mais c'est comme ça.
Je veux te poser une question. Comment ton entourage a-t-il réagi quand tu as décidé de mener une vie autosuffisante et que tu as commencé tout ça? Comment ça, je suis fou? En partie, oui. Voyons comment il a... Je ne viens pas d'une famille comme ça, comme je te l'ai dit. Je n'ai jamais été à la campagne, ni travaillé avec des animaux ou dans un potager. Mes parents me demandaient aussi d'où je venais, parce que ce n'est pas comme si j'étais sur un petit terrain juste à côté. Non, non, je suis perdu. Ils disent, mais comment tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire ici, tout ça? Mais tu n'as jamais fait ces choses-là? Je vais le faire parce que je le veux, c'est ma volonté, et cela prévaut surtout. Donc un peu de peur, mais aussi non. C'est-à-dire, ce que les autres disaient ne m'affecte pas. Au final, je le vois comme un reflet parce que, par exemple, toi, Jota, peut-être que tu me regardes et tu te dis, mince, moi je ne ferai pas ce qu'il fait, ou bien quel courage de vivre si loin, j'invente, hein? Mais ce n'est pas quelque chose que tu me dis à moi, c'est quelque chose que tu te dis à toi-même. Parce que tu dirais, moi, Jota, je ne pourrais pas vivre, ou ma mère, je ne pourrais pas vivre là-bas aussi isolée et tout ça. Il me faudrait d'autres choses à proximité. Tu te reflètes parce que tu vois l'autre le faire. Tu te mets à sa place. Tu te dis que tu ferais pareil. Alors tu lui dis, t'es fou, tu sais. C'est ainsi, c'est un reflet, ni bien ni mal. Je le remercie aussi car cela offre un autre point de vue et il faut savoir écouter. Et il y a aussi des fois où ça t'aide de savoir ce qu'une mère ou un père ferait à ta place et quelque chose à laquelle tu n'as pas pensé toi-même. Mais en général, c'était ça un peu d'incertitude, oui. Et ça, c'était au début. Et aujourd'hui, comment voyez-vous les choses? Ils viennent chaque week-end. Ils y vont chaque week-end? Bien sûr, de plus en plus maintenant. Tu vois, mes parents ou mon frère jumeau et moi, hein? Mon frère jumeau, c'est-à-dire mon frère jumeau est comme moi, avec les cheveux longs beaucoup plus profonds, les choses qu'il dit parce qu'il va plus loin. Mais on nous disait, c'est que les enfants sont, parce qu'on est les petits frères parmi 5, d'accord? Et il disait, les enfants sont fous, les enfants sont fous. Maintenant, ils le voient, veulent venir à la maison avec les petites chèvres, ce qui ravit mes mères. C'est incroyable, et moi aussi. Voir mes parents là, avec la nature, ou voir mon grand frère, ma sœur, mes frères qui sont là, on se réunit en pleine nature. Pour moi, ça, j'ai déjà gagné. Moi, l'argent que je gagne, ça m'est égal, mec. C'est-à-dire que lundi, je vais faire l'abattage, mec, je vais réunir ma famille, et c'est quelque chose, mec, qui me remplit le cœur, mec. Deuxièmement, à propos de l'abattage, comment tu vas le faire et surtout, qui va te faire la charcuterie, qui va te la préparer? Regarde, c'est très important. Tu sais, je n'ai vraiment aucune expérience. Je n'ai rien fait depuis le début. Eh ben, imagine qu'un cochon, tu sais, juste avant d'entrer ici, la personne m'a dit, je vais faire venir une famille qui l'a toujours fait traditionnellement pour m'apprendre à le faire. Eh bien, un membre de la famille qui allait, tu sais, le tuer, ne pourra pas venir à cause du travail et tout ça. Donc, je vais devoir assumer, sacrifier l'animal, c'est moi qui vais devoir le faire. Et quand il me l'a dit, j'ai dit putain. Puis après, j'ai dit ah, je ne vais pas le faire à moitié, même si je n'ai aucune expérience, je vais le faire. Tu vas tuer un animal pour la première fois pour le manger? Non, enfin des poulets, des chevreaux, oui, mais un animal aussi gros, un cochon, c'est une sacrée bête, hein. Un cochon peut peser, enfin le mien, à 6 mois, un peu plus de 100 kilos. De quoi se nourrit le cochon? Mon cochon mange des glands, des caroubes, des herbes et des racines, car j'ai beaucoup de chênes. Et je lui donne aussi de l'aliment composé. Parce qu'au final, l'idéal, ce serait de laisser le cochon en liberté et qu'il cherche sa propre nourriture. Le sanglier est un cochon sauvage qui cherche sa nourriture et ignore l'aliment composé. Au cochon, j'attribue des caractéristiques et un mode de vie différent, car il n'est pas exposé à la nature. Si un prédateur arrive, il peut te tuer, non? Alors moi, je m'en occupe mieux. Je lui donne certaines conditions. Je lui donne une maison. Je lui mets de la paille. L'animal est à l'aise. Donc, comme il n'est pas dans cette nature, qui serait celle d'un animal en liberté, eh bien je l'adapte. Je dois parfois lui donner des granulés, mais ça reste utile. Je vais calculer combien ça me coûte, ce qui a été le plus cher pour élever le cochon et toute la viande obtenue. Tout cela, c'est juste par curiosité. Fais des vidéos, je veux voir. L'essentiel, c'est la liberté, comme je l'ai dit, et d'avoir de la nourriture pour l'année, mec. Une chose, c'est de tuer le cochon Je crois. que c'est relativement facile. Oui, bon. Non, 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 tu mets un... Un quoi? C'est un peu comme un piston ici, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ensuite, ce qui est À ça. au couteau, bien sûr, c'est tuer le cochon. Tu vas tuer le cochon. Au couteau? Oui, moi. Je vais regarder, tu feras un rituel de sacrifice de remerciement, cochon. Non, ça, je l'apprécie beaucoup. Et en fait, tout ça, l'abattage, je le documente sur ma chaîne, sur YouTube,
tout est documenté avec les raisons. Parce que pour moi, c'est plus profond, tu vois, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et je veux lui donner la valeur qu'il a. Et je remercie toujours tous les animaux, toutes les plantes qui vont me nourrir. Je leur suis reconnaissant et je les remercie. Au final, tous, toute la vie se nourrit les uns des autres, les plantes. Un cercle? C'est un cycle, c'est un cycle. Alors, quand je fais l'abattage, je pourrais détourner le regard et dire: ah, eh bien, je ne le fais pas, non? J'ai un cochon et j'achète la viande au supermarché, mais moi, je veux le voir. Je veux fermer le cercle. Parce que si j'achète, si je mange de la viande, je dois savoir ce que cela implique de manger de la viande, que manger de la viande implique de sacrifier l'animal, implique de le découper, implique de lui enlever les tripes, implique de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe si je suis à l'aise? Je mange, je ne sais pas, du jambon ou du chorizo ou n'importe quoi du cochon. Mais je ne veux pas voir comment je le tue. Ce n'est pas cohérent. Donc je veux retrouver cette cohérence, même si ce n'est pas le plus confortable, c'est ce que je dois faire. Donc en plus de tout ça autour de l'abattage du cochon, par exemple, la tradition et la culture jouent un rôle très important. Et donc quand on est aussi éloigné de ces choses-là, et qu'on nous répète sans cesse que la viande c'est mauvais, que le porc ceci, qu'il est presque impossible de trouver un cochon, que faire un abattage à la maison, comment tu vas faire, tout ça, qu'on te l'interdit aussi, toutes ces choses-là, au final, même s'ils t'enlèvent la souveraineté alimentaire, c'est ce qu'ils veulent obtenir. Ils déplacent aussi notre culture et notre tradition. Oui, Littéralement. parce qu'ils veulent attaquer notre identité, ce que nous sommes, comme l'Espagne ou comme la tradition hispanique. Toutes ces choses impliquent de faire l'abattage du cochon et tout ça. C'est ce que nous sommes. C'est ainsi que nous sommes devenus ce que nous sommes. Les traditions qui nous ont permis d'exister. Y renoncer nous fera disparaître. Exactement, c'est la réalité. Nous avons une identité en tant que pays et individu, sinon nous ne saurions pas d'où nous venons ni à quoi nous identifier. Que se passera-t-il alors? Que, comme nous ne connaissons pas nos racines, nous ne pouvons pas savoir dans quelle direction nous allons grandir, parce que nous sommes déracinés. Quand vas-tu faire le massacre? 5 jours la semaine prochaine. Parce que j'allais te dire que ça me ferait plaisir. Si tu m'invitais, ça me ferait plaisir d'y aller. Si tu veux venir, Je ne sais pas si je vais pouvoir. si tu veux venir, C'est que je suis en plein dedans en ce moment. Je t'ai déjà dit que je suis en pleine perte de poids. Je vais combattre le 30 mai. En fait, cette émission va être mise en ligne et je pense encore, parce que cette émission sera publiée avant qu'on commence à vendre les billets. Et franchement, je ne saurais pas te dire si j'aurai le temps d'y aller, mais je te jure que si tu m'invites dans ta propriété, j'adorerais y aller. Vraiment. ça me ferait encore plus plaisir qu'en tant qu'invité. Et comme tu prépares ta perte de poids, manger un bon sandwich au porc là-bas te fera du bien. Si tu en as trop, donne-moi plein d'œufs, mec, je te les achète. On me demande souvent le prix des œufs, mais je réponds que je ne fais pas ça pour l'argent. Non, je sais déjà. Mais c'est pour collaborer. Non, oui, je veux dire. Je pense que là-dessus, je suis quelqu'un qui considère que si tu m'offres quelque chose, je l'accepte comme un cadeau. Très bien, mais si je viens chez toi et que je te dis, hé mec, est-ce que je peux prendre une boîte d'œufs pour les manger? Je veux te donner quelque chose. C'est-à-dire, je pense que c'est juste. Je te remercie, oui. Et quand je donne des œufs à quelqu'un, je ne donne pas. Non. Mais comme ça, mec, ce n'est pas ce que ça t'a coûté. En termes monétaires, le temps, c'est le temps que tu y as consacré. Alors, je comprends parfaitement que si je te demande, hé mec, je veux en prendre d'ici, je ne veux plus manger des œufs de merde. Je viendrai te voir tous les 2 mois. Oui, regarde. Je les ai par ici, ces œufs-là. Montre-les. Ces œufs, regarde ces œufs, chacun vient de son père ou de sa mère. Non, ce sont des poules différentes. Mais regarde, un plus gros, celui-ci est plus gros. Oui, celui-ci est plus blanc et celui-là, je ne sais pas si la caméra le montrera, mais il est bleu. Oui. Après celui-ci, il est plus marron. Chaque œuf est différent alors qu'on est habitué à aller au supermarché à acheter des œufs qui sont tous pareils. Tu les mets à la poêle et Celui-là est incroyable. On dirait qu'il disparaîtrait si tu le jettes au mur. Écoute, je n'ai pas de poêle ici, mais tu le casses ici. Quand tu l'auras goûté, je veux que tu m'envoies pas une vidéo et que tu me racontes. Je vais la publier. En fait, mec, il faut dire merci. Ce que ça m'a coûté de casser cet œuf, c'est incroyable, cet œuf, les œufs de canard. Ce sont des canards de race, des canards muets, qui ne font pas de bruit. Normalement, les canards font la fête, mais ceux-là ne cancanent pas. Cet œuf est spectaculaire, hein? Il est vraiment spectaculaire. Oui, c'est vraiment génial. Mec, c'est comme un œuf dur, tu vois. Mais les nôtres, si tu les touches, Et oui, qu'est-ce que j'allais te dire? Pour revenir au sujet du cochon, ensuite, comment tu traites la viande? Comment vas-tu séparer ce qui est pour le jambon et les filets? Comment vas-tu faire? je n'ai pas d'expérience en chai, comme je l'ai dit, donc quelqu'un viendra m'expliquer. Par exemple, il me demandera si je veux sécher le jambon et les épaules ou les utiliser pour la charcuterie. En raison du climat et de la saison, je préfère en faire de la charcuterie pour limiter les risques.
car cela fait beaucoup de viande. Si je me dis que je vais faire un jambon sec, attention, ça peut rater et tu pourrais perdre la pièce entière. Ça dépend aussi du climat, tout a un timing et c'est peut-être un peu tard pour l'abattage. Heureusement, j'ai un congélateur, donc au pire, je congèle la viande. C'est parce que tu dis que tu arrives trop tard pour le processus du cochon, sinon tu l'aurais peut-être tué un peu plus tôt. Oui. Parce que, non pas à cause du poids, parce que le poids est correct, en fait, on me dit qu'il est parfait. Entre le poids qu'il a et l'âge, la viande va être très bonne. Comme ils ont mangé des glands et des caroubes, le cochon dit que sa viande sera incroyable. Ils se promènent autant que les cochons hormonés du supermarché. Ça aussi, c'en est une autre. Totalement. Totalement. Donc ce cochon va être incroyable. Et bien sûr, le cochon se prépare généralement pour l'hiver. Nous sommes en hiver, mais nous sommes déjà à la fin de l'hiver. Donc c'est le climat idéal pour affiner, faire les charcuteries et toutes ces choses-là. C'est un climat printanier, hivernal, d'hiver, frais, frais, Tu vas déjà commencer au printemps? bien sûr. Alors moi, l'endroit où je vis, comme je vis à la montagne, il fait frais, mais c'est très humide. Donc je ne sais pas si ça compensera, il faudra aussi que je voie. De toute façon, ce que j'ai vu que je peux faire, c'est les congeler. Même si je fais les charcuteries, je peux les congeler. Et quand il fera un peu plus frais, peut-être que je les sortirai et je les ferai sécher quand il fera plus frais. On m'a aussi dit que je pouvais le faire au réfrigérateur, il y a différentes options. Donc oui, Frérot, ce sera un vrai défi car manipuler la viande n'est pas simple. Il y a des choses à savoir et des étapes à ne pas rater. Il faut donc être très vigilant. j'ai vraiment envie. Quand on m'a dit que Matalif ne viendrait pas, j'ai décidé de m'en occuper et de le faire moi-même. Tu vas tout faire toi-même, même le découper? Ils vont m'expliquer, oui, je dois... Enfin, Des gens vont t'expliquer. Évidemment, tu ne peux pas mettre le couteau là. non, non, j'ai aussi vu comment on fait, mais bien sûr, entre dire et faire, il y a un pas. Non, et je dois savoir exactement comment le faire et tout ça. Mais j'en ai vraiment envie, ça m'a vraiment motivé. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, allez, je vais le faire. Et la première fois que je fais l'abattage, eh bien, c'est moi qui vais le faire. Commande tout ça sur YouTube, surtout Trongo, ça m'intéresse beaucoup. J'espère pouvoir réunir du capital et j'aimerais vraiment acheter mon propre terrain pour pouvoir faire ça. Et je te jure que je suis prêt si j'ai assez de capital à engager quelqu'un pour s'occuper de moi. Tout ça au cas où je devrais vraiment être en ville, enfin en ville. Je vis dans un village en périphérie de la ville. Ce que je fais m'oblige à y être assez souvent, je ne peux pas m'en passer. Bon, Je pourrais, mais il faudrait tout abandonner. bon, mais tu as dit, je paye quelqu'un pour s'en occuper. Non, les gens vont te payer pour ce terrain, ce domaine où tu auras tout ça. C'est ce que les gens veulent, tu ne vas pas dire aux gens. Tu m'envoies quelqu'un de ta communauté, quelqu'un de confiance, quelqu'un de ta communauté, qui d'ailleurs enseigne à être autosuffisant sur la base de son expérience. Il ne fait pas ça pour le business, mais pour ceux qui veulent apprendre. Tout est là. Tu vois ce qui se passe? Il y a deux façons d'apprendre les choses. La première façon, c'est de te prendre des coups tout seul, comme ça lui est arrivé. Et la deuxième façon, c'est d'éviter tous ces coups, avec quelqu'un qui est déjà passé par là. Et ici, vous avez Iker. Je suis vraiment stupéfait qu'il ait tout ça et qu'il n'ait que 22 ans. T'es vraiment un putain de crack, je veux que tu le saches, et je pense que ton style de vie est vraiment le style de vie naturel. Il ne te manque plus que des gamins qui courent partout. Là-bas, j'ai ma copine, sa belle dame. Le chevalier, et tu as la propriété, tu as la vie de rêve de beaucoup de gens. Tu es le vrai anti-système. Oui, c'est vrai, et aussi ce que tu disais sur apprendre de quelqu'un d'expérimenté. Par exemple, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, si quelqu'un venait me voir, un Iker d'il y a 1 an, et me disait, hé, tu dois faire ça comme ça. Par exemple, pour les panneaux solaires, tu dois faire comme ça, tu peux le faire toi-même. Et moi, vraiment? Oui, oui, tu dois faire ça et tout, et tu sais le faire. Waouh, mec, j'aurais payé cher, mais je ne trouvais personne. C'est pourquoi j'ai créé la communauté nationale, car beaucoup ignorent par où débuter. Bien sûr, c'est hé, regarde, c'est un P. C'est accablant, exactement. Alors je dis, écoute, bah, ça va être l'expérience, je ne vais rien te dire. Parce que ce qui compte le plus, c'est mon expérience et te montrer, c'est-à-dire mon autorité. Ce n'est rien d'autre que la façon dont je vis déjà ça, où tu peux le vérifier toi-même, je ne peux pas te dire comment faire, non, non, regarde comment je vis et comment je l'ai fait, c'est tout. Voilà, si tu veux le faire, je t'apprends à le faire. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas entrer dans des détails techniques. Non, non, je sais, je sais. Par exemple, j'ai installé des panneaux solaires chez moi, ça marche parfaitement, il y a de la lumière. Regarde, tu traies la chèvre pour faire du fromage, du beurre, etc. Comme on dit, c'est en marchant qu'on trace le chemin. Je ne peux pas te dire de continuer jusqu'au passage piéton et rester complètement immobile. J'y vais et je ne dis rien. Je montre par mes actes et non par ce que je dis. Mon pote, je voulais te demander quels ont été les plus grands défis auxquels tu as été confronté
lorsque tu t'es lancé dans ton projet d'autosuffisance? Ouf, écoute, je vais te le séparer, d'accord? D'abord, ce serait de trouver le terrain où les filles, ça c'est plus... Même si en termes de temps, ça ne m'a pas coûté, mais en termes d'envie, énormément. Donc pour moi, c'est le premier défi qu'on a résolu. C'est le plus important, et c'est le principal. Aussi, si tu veux être autosuffisant, tu ne peux pas être en ville et penser que tu vas mettre des poules sur le balcon. Si tu as un balcon, ce n'est pas impossible, donc tu dois avoir un terrain. Pour moi, c'était le premier défi. Troisième, pam. Tu vas sur Internet chercher des infos et tu te dis, oui, regarde sur Idealista. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais ce sont les grandes entreprises immobilières. Tout le monde y est, tu ne trouveras pas de perles rares. Donc là, il y a des sites web ou des endroits spécifiques qui ne sortent pas, que tu dois chercher, et avec l'expérience, tu le vois, que tu dois trouver. Il existe des groupes privés présentant des biens absents des grandes agences immobilières. C'était la première grande étape que j'ai dû résoudre. Je te dirais, les panneaux solaires, je t'ai déjà dit, on m'a arnaqué. On m'a arnaqué avec les panneaux solaires. Eh bien, toute une histoire d'arnaque. Et au final, j'ai dû apprendre moi-même, tu vois, j'ai dû apprendre moi-même à changer physiquement les panneaux solaires. Il y avait aussi quelque chose de très important à résoudre. C'est un autre problème qui me touche directement. La pollution électromagnétique des panneaux solaires, leur rayonnement. Ce n'est pas une invention ou un mythe. Il suffit que quelqu'un ait des panneaux solaires, qu'il prenne un mesureur et qu'il regarde les bords, le champ électromagnétique et le champ électrique qu'il y a dans une installation photovoltaïque. Tu hallucines, tu hallucines. C'est très nocif pour la santé d'avoir des panneaux solaires sur son toit. C'est vraiment négatif. Et j'ai dû résoudre le problème en déplaçant les panneaux solaires à l'autre bout du terrain. J'ai dû tirer un câble, construire une structure et aussi acheter des filtres spécifiques pour cette pollution électromagnétique. Beaucoup de choses. En plus de l'installation, ça m'a coûté énormément et j'ai dû tout apprendre depuis zéro, la pollution électromagnétique. Et je te dirais, le défi le plus compliqué que j'ai rencontré. Pour les animaux, je vais t'en dire deux. La première, c'est d'enterrer 3 chèvres. Ça, c'est un vrai défi. Et aussi, quand tu vis de cette manière, tu te connectes à ça, la vie et la mort. La mort, on la voit comme quelque chose de très lointain, mais les animaux finissent par mourir, par exemple, mes chèvres sont mortes de tympanisme. Et ça aussi, tu l'apprends avec l'expérience. Elles mangent de l'herbe très fraîche. Ce qui se passe, c'est que ça fermente dans le rumen, qui est leur estomac principal. Alors, ils gonflent et littéralement, elles éclatent. Elles se gavent, se gavent, se gavent, et elles meurent. Alors, enterrer la chèvre, qui un jour va bien, mais ça arrive du jour au lendemain, et la voir agoniser la nuit, c'est très dur. Donc, bien sûr, j'ai appris comment le faire, tout ça, mais ça, tu l'apprends avec l'expérience. Le second défi, moins dramatique que le premier, concernait les chanichos. C'était la question du cochon. Alors, pour obtenir un cochon là où je vis, tout ce que j'ai dû faire, personne ne voulait me vendre un cochon nulle part. C'est-à-dire partout où j'allais, il y avait plein de fermes de cochons, tout ça, et j'y allais. Je demandais, et un cochon, tout ça. Et on me disait, comme si on me donnait. Non, et on me disait, non. C'est qu'ils contrôlent même l'alimentation. Ils contrôlent même l'alimentation. C'est-à-dire, je dois rendre des comptes sur la nourriture que j'achète et la nourriture que je consomme. De nombreux éleveurs me demandaient si je voulais travailler. Je répondais, non, je veux un cochon. C'est brutal. Maintenant, je comprends aussi pourquoi ils le font, parce qu'ils te l'imposent. Le gouvernement est sur leur dos? Exactement. Et derrière tout ça, que cherche-t-il? Nous contrôler, retirer notre souveraineté? Pourquoi? Si je rends ça très accessible, Jota, je ne t'en empêche pas, je t'encourage même à produire ta nourriture. Mais où est le business si tu peux le faire toi-même? C'est pareil pour le porc. Tu seras en meilleure santé, tu seras plus autosuffisant. Tu ne me donneras pas d'argent, tu ne dépenseras pas en anxiolytiques, en antidépresseurs, en comprimés, en pharmacie, chez le médecin. Et c'est une folie, c'est justement ce que tu recherches. Alors quand j'ai eu le cochon, heureusement que j'ai réussi à avoir le cochon, ça m'a coûté énormément, énormément de temps, mais j'y suis arrivé. Pour moi, si tu as un cochon, tu peux produire ta nourriture longtemps et à moindre coût. Après, il y a aussi la chasse. La chasse, c'est autre chose. Je vais devenir chasseur bientôt. D'ailleurs, donc, je suis allé chasser l'autre jour avec un ami là-bas dans les montagnes. Incroyable, mec, un énorme cerf a été chassé là-bas la veille. J'ai vu un sacré cerf. Tu as de la viande pour longtemps avec un animal, mec. En plus, tu n'as même pas eu à le nourrir. Tu n'as pas eu à t'en occuper. Il était simplement en liberté. L'animal ne sait pas ce qu'est un hangar, il ne sait pas ce que c'est, je ne sais pas, une alimentation industrielle. L'animal est en liberté. Alors tu le tues et c'est tout. C'est la meilleure façon, je pense, de te nourrir, pour toi, économiquement, et pour l'écosystème. Après, pas que les véganes ou n'importe qui viennent me voir.
qu'on dise que la chasse, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien, qu'il ne faut pas chasser. Mais enfin, tu achètes ta nourriture dans un supermarché, et le supermarché, il vient d'où? Ils ont supprimé un écosystème naturel pour construire la ville en prenant la terre, la forêt et modifiant la montagne. Et dans cet écosystème, il y avait des cerfs, des sangliers, des chevreuils et bien d'autres animaux qui n'existent plus, juste pour que tu puisses acheter au supermarché. Alors que des gens viennent à me dire que la chasse, etc., eh bien ce n'est pas cohérent, ce n'est pas cohérent. Je veux te demander combien d'animaux as-tu et lesquels? Comment? Quels animaux et combien en as-tu? D'accord? Alors regarde, du moins au plus, d'accord. Allez, je te dis. Ceux que, dans l'ordre, comme je les ai aussi acquis, d'abord j'ai eu des poules, moi j'en ai eu une trentaine. Maintenant j'en ai un peu moins, parce qu'elles commençaient aussi à vieillir. Pour le bouillon, car je ne sais pas si tu le sais, Bouillon de poule? Une vieille poule fait un bon bouillon. Ça, on le dit, aussi pour d'autres choses. mon. Petite blague. Eh bien donc des poules. J'en ai eu 30, environ 30, avec deux coques, des coques magnifiques, mes deux coques, qui en plus, enfin, C'était de vrais étalons, je te le dis. mais ils sont toute la journée, hein, en train de baiser toute la journée en plus. Je ne sais pas si tu le sais, mais les coqs n'ont pas de pénis, tu le savais? Non. Eh bien, ils n'ont pas de pénis, Et comment ils baissent? parce que, enfin, c'est un cloaque. Alors, l'un monte sur l'autre, et tu sais, ouais, comme un raccord de plomberie qui s'emboîte et l'eau passe. Eh bien, c'est pareil. Mais est-ce que le coq prend du plaisir? Je pense que oui, puisqu'il est là toute la journée, mais les poules aussi sont là toute la journée. Quelle fatigue a le coq? Eh bien, c'est dur, hein. Alors voyons, ne violons pas non plus les poules, hein? Ah putain, je m'entends bien avec Fanny, la pauvre. Non, je ne parle pas d'elle, mais de celle-là, oui. C'est qu'elle l'a dit, les coqs violent les poules. C'est elle qui l'a dit? C'est-à-dire, c'est, je veux dire, le même nom. Et aussi, oui, ce n'est rien de personnel. Et donc, poules et coqs d'abord. Ensuite, j'ai eu des poussins que les poules ont couvés et les poussins se sont échappés. Tous les poussins sont morts à cause des aléas de la vie. Ils se sont échappés de l'endroit où ils étaient. J'ai des chiens ici, ils ne touchent pas aux poules, mais je pense qu'un poussin a été mangé. Les petits chiens les ont mangés. Combien de chiens as-tu? Maintenant, j'en ai beaucoup. Maintenant, regarde, un chihuahua de mes parents qui était en ville. Et le chihuahua qui vivait en ville, qui a 12 ans. Oui, chaque fois que j'allais à la campagne, j'emmenais Maïlé avec moi. On allait voir les chèvres, elle était ravie. Et maintenant, elle vit avec nous à la maison. Après, j'ai Rocky et Nub, qui sont deux chiens magnifiques, qui ont eu récemment plein de petits, genre 9 ou quelque chose comme ça. Et j'en ai gardé un, Caracol. Et après, j'ai une autre chienne qui s'appelle Valentina, qui a aussi eu d'autres petits maintenant, avec ce Rocky-là, qui est un vrai coureur, plus que le coq, et elle en a aussi 7, je ne sais plus. Heureusement que j'ai un ami qui s'occupe des chiens et qui me les prend, parce que sinon, Non, 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 tu ne peux pas. non, il ne faut pas. Bon, en gros, Les chiens dépendent de nous, il faut s'en occuper. il faut leur donner, oui, eh bien, en plus des chiens, j'ai aussi des poules, des coqs et maintenant des canards dans le même enclos. J'ai deux cannes et un canard, mais le canard est énorme, il est comme ça, vraiment grand, hein. Le canard est incroyable, ce sont, comme je l'ai dit, des canards muets, qui sont très bons pour la viande en général. Il y a des races pour la viande et des races pour la production. En ce qui concerne par exemple le lait des chèvres, ou pour les poules aussi, pour la production, ça veut dire qu'elles pondent beaucoup d'œufs. Pour la viande, il faut dire qu'elles sont très grandes. Pareil pour les chèvres laitières, elles produisent beaucoup de lait. Pour la viande, elles donnent de très grands petits. Voilà, c'est tout. Donc j'ai des canards muets qui sont pour la viande, et maintenant un ami à moi de la communauté de Hedgehogs m'a donné des œufs de canard Kaki Campbell, une autre race différente des canards muets. Et ces canards sont très bons. Parce que cet œuf, c'est lequel? Ceux-ci sont des canards muets. Ceci vient de ton canard. De mon canard, de ma canne. De toi. Bon, oui, on dit canard, même si c'est une femelle, non? Je ne sais pas. Enfin, on dit canne, non. C'est un canard qui ne s'assoit pas là. La canne femelle, Je pense que c'est une canne, pas une patte de chaise. Oh, je ne sais pas. Maintenant, on devient un peu bizarre. Non. c'est bizarre. On dit canard, pas la canard, non. La canne ou la canne, non, non. C'est canard. Ou débat. Mettez-le en commentaire. Si c'est un canard, Comment dit-on canne femelle? canne, Non, c'est canard, d'accord. eh bien, C'est la canard, c'est une canard, c'est un canard. Non, déjà, même le mot canard sonne bizarre. Déjà, regarde. Ces œufs viennent des canards muets et sont plus gros car les petits sont plus grands. Par exemple, les œufs des Kaki Campbell sont pratiquement comme ceux des poules. Ils sont beaucoup plus petits comme ceux-ci. Pourquoi? Parce qu'ils donnent des petits plus petits, mais qui produisent beaucoup d'œufs. Les canards Kaki Campbell pondent plus d'œufs que les poules.
Tu avais raison, c'est un canard. Je fais confiance à l'oreillette, c'est un canard. C'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Eh, je pensais que canard voulait dire tout. Bon, ça, on va le couper. Anne, ça, on ne le coupe pas, on le laisse. Je ne savais pas. Je ne savais pas non plus. Moi aussi, je dis œuf de Cannes, mais comme je dis canard. Bon, alors, les Campbell pondent plus que les poules, un mec. C'est hallucinant, hein? Oui, j'ai un ami en fait, celui qui m'a donné les œufs, me dit j'en ai marre des œufs de Cannes, de Cannes. Et j'en ai marre des œufs, et je vais. Il voulait plus de poules, mais les canards demandent aussi plus d'attention. Pour l'instant, j'ai assez de poules et de canards. Après des chèvres, Combien j'ai pu en avoir? 8 sont mortes, 3 sont mortes à cause du tympanisme. Mais c'est parce que, bien sûr, je ne savais pas, en 2 jours, elles sont mortes. Et puis, les chèvres aussi, franchement, elles sont terribles. Ce sont des animaux de groupe. Et quand il y en a une nouvelle, elles lui mettent des coups et elles en ont tué une à force de la frapper. Mec, sérieux? Oui, mec. J'en ai amené une, je donne un nom à tous les animaux. À une que j'ai appelée Toupie. Je l'ai appelée Toupie, pourquoi? Parce qu'elle n'avait qu'une corne, elle avait une corne et pas l'autre, donc bien sûr comme une toupie, c'est pour ça que je lui ai donné ce nom. Mon frère dit que je l'ai condamnée dès le début car elle allait partout, frappait plusieurs et a fini par se faire tuer. J'en ai donc maintenant 4 chèvres. Oui, 4 chèvres et un chevreau, un mâle pour les monter. Et ensuite j'en ai une qui m'a donné naissance à 3 chevreaux, 3 mâles. Et ensuite j'en ai une autre qui est ma préférée, la préférée de mon frère qui s'appelle Amapola. Et elle a Miba, une petite chèvre super jolie, très précieuse, blanche, et en plus c'est une femelle. C'est que je m'intéresse plus aux femelles, parce que les chèvres, je les veux pour le lait. Donc j'ai 4 chèvres, un bouc mâle, 3 petits chevreaux, et une petite chèvre aussi qui aura des chevreaux mâles. Qui a Miba il y a un mois et demi, et l'autre a Miba il y a à peine une semaine ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr, les chevreaux qui sont 3 sont comme ça parce qu'ils sont tout petits, parce que, évidemment, ils étaient 3, et ils n'avaient pas de place. L'autre, seul, est comme les autres. Et l'autre a un mois et demi d'avance sur elle. La tante est très énergique, ça vient de la mère. C'est d'elle que j'ai eu le colostrum, comme je t'ai expliqué plus tôt. Et comment tu as supporté le colostrum? J'ai une vidéo où je fais la recette. C'est incroyable, ce n'est pas du lait. Regarde, elle a ce lait car il contient beaucoup de protéines de défense. Il y en a énormément. Et ça, le petit ne l'enlève pas, le petit a tété, mais quand tu n'as qu'un seul petit, tu dois traire pour éviter qu'elle ait une mamite. La mamite, c'est une infection des mamelles parce qu'elles se remplissent trop et ne peuvent pas. Elle produit bien plus que ce qu'elle donnera vraiment aux petits. Exactement. Elle peut s'infecter et avoir mal. Donc tu dois la traire. Eh bien, quand tu as le colostrum, il est beaucoup plus jaunâtre. Le colostrum, parce qu'il contient beaucoup de graisse et presque pas d'eau. Ce colostrum, c'est une recette. Quiconque a goûté le colostrum, il faut être vraiment courageux. Tu le fais infuser avec de la cannelle, du citron, de l'écorce d'orange. Ce sont des recettes. Et tu le remues, tu le chauffes, sans le faire bouillir, et tout à coup ça prend. C'est comme le riz au lait ou le fromage cottage, qui est un peu granuleux comme ça. Donc ça garde une texture un peu granuleuse, avec de la cannelle et un peu de miel. C'est incroyable. En plus, ça te donne une énergie de fou, mec, ça a plein de... Comme une moto ou un truc qui donne envie de tout. De tout. Non, attends, ce n'est pas un aphrodisiaque, mais ça te rend très fort parce qu'au final, le lait est vraiment bon. Parce que pour les mammifères, le seul aliment qui est fait pour être digéré, enfin pour l'être humain aussi, c'est le seul aliment qui est fait. C'est le lait maternel, c'est le seul aliment qui est fait, qui est privilégié pour nous et aussi pour les petits des autres mammifères. Alors bien sûr, prendre quelque chose qui fait grandir un bébé, qui lui donne de la force, qui le rend sain et tout, c'est incroyable. En plus, si c'est cru, alors là, c'est incroyable. Donc, le colostrum, qui n'est pas du lait pour faire grandir un bébé, c'est le premier lait qui est donné pour lui apporter toutes les défenses, pour que le chevreau naisse et ne tombe pas malade, etc. Donc, ça, c'est incroyable. Si quelqu'un a eu l'occasion de goûter le colostrum, il le saura. Moi, je veux goûter. Goûter un colostrum, mec. Si ma prochaine chèvre m'en donne, je ferai plus de colostrum. Mec. Si tu fais un colostrum, appelle-moi, je veux aller crier à la lune autour d'un feu. Hier, il y avait la pleine lune là-bas, c'était magnifique. Hier, il y avait la pleine lune. Mec, bien sûr, là-bas on voit les étoiles, là-bas on voit la lune. C'est incroyable. Je veux dire, j'étais allongé dans mon lit et je voyais, j'ai plein d'oliviers et je vois le fond de la rue des Oliviers, la nuit. Tu vois, avec la pleine lune, c'est hallucinant et les étoiles sont incroyables, on voit toutes les constellations, c'est fou. C'est aussi quelque chose on n'est pas habitué à voir autant d'étoiles, la Lune. Être connecté aussi à cette partie qui est plus sombre, toutes ces choses nous influencent aussi. Et quand tu es plus connecté à la nature, je le ressens aussi complètement. Frère, je trouve ton style de vie spectaculaire, mec, je t'admire beaucoup. Et putain, j'espère que plus de personnes oseront sortir du système, parce que ce serait vraiment la ruine de celui-ci.
De plus en plus de gens deviennent autosuffisants, c'est ça? Il y a deux façons de briser la matrice. L'une vise la liberté financière pour agir librement, sans que l'État te domine via la roue du rat. L'autre, c'est la tienne. Je ne dis pas que la liberté financière soit mauvaise, et ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Par exemple, toi, peu importe ton argent. Par exemple, si tu vis dans la ville et l'appartement que tu veux, mais que tes fournitures dépendent du système, où est la liberté? Tu comprends. Si au final, quand il y a eu la coupure de courant, peu importe combien d'argent tu avais, tu ne pouvais pas avoir, si ça dure, non, par exemple, tu ne pouvais pas avoir de nourriture. À moins d'avoir un garde-manger ou de te préparer avec tes animaux. Si tu as ça, comme avant, tu n'as même pas besoin de beaucoup d'argent ni de rien. Mais je crois que c'est ça la vraie liberté. Je pense, c'est de ne pas dépendre parce que tu ne peux pas dépendre économiquement. Tu peux obtenir la liberté financière, ce qui est bien. Mais moi, qu'avec cette liberté, j'assurerai aussi tous ces services minimums dont je dépends du système. En plus de dépendre de l'argent, tu dépends aussi des services fournis. Obtenir ces services toi-même, être préparé, produire ta nourriture, ton énergie et ton eau, si tu as de l'argent, tu peux te permettre des folies. Tu comprends? Et c'était comme ça. Eh bien voilà. Iker, franchement, ça a été une émission spectaculaire. T'es vraiment quelqu'un qui est en dehors du système. C'est que, sans vouloir me répéter, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Et je t'admire beaucoup, surtout pour ta jeunesse, ta détermination, tes principes et tes valeurs. Pour finir, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire au public? Oui, eh bien tout d'abord, un grand merci à toi, Jota, et aussi te remercier en partie pour des personnes comme toi et d'autres personnes qui sont sur les réseaux. Ce sont aussi des personnes qui te font prendre conscience de ces points de dépendance au système avec des choses plus flagrantes. Et au final, je pense qu'au début, ce sont des personnes comme toi qui inspirent d'autres personnes à arrêter de dépendre. Et ce que je vois, c'est simplement la manière. C'est comme une voie d'évasion que j'ai trouvée et un chemin que j'ai découvert pour m'en sortir. Mais je pense que s'il n'y avait pas des personnes comme toi pour aider à éveiller ces consciences, je ne serais pas ici. Alors, d'abord, merci à toi et de m'avoir invité au podcast. Et ensuite, pour toutes les personnes qui nous regardent, je leur dis simplement que si vous souhaitez une vie plus naturelle ou proche de la nature et que vous voulez faire le changement d'aller en ville ou d'aller à la campagne et d'être plus autosuffisant, je vous conseille surtout d'agir en cohérence. Que signifie être cohérent avec ses actes? Que si, par exemple, je vis en ville et que je veux aller à la campagne, je dois laisser beaucoup de choses derrière moi. Je dois changer et je dois m'accrocher au changement, pour ainsi dire, parce que nous, les gens, nous souffrons du changement, nous subissons des changements, mais nous n'avons pas à souffrir de les subir. Qu'est-ce que cela veut dire que si le vent souffle vers la gauche, je dois aller vers la gauche, mais que je ne peux pas aller à contre-courant? Je ne dois pas être affecté par le fait que le vent ne souffle pas dans la direction que je veux. Alors, il faut savoir surfer et aller dans le sens de la direction, des circonstances qui se produisent autour de toi. Je dirais aux gens, soyez cohérents, acceptez le changement comme une opportunité de grandir, pas comme quelque chose de mauvais. Et surtout, si vous voulez quelque chose comme une vie plus autosuffisante ou quoi que ce soit d'autre, c'est que cela va au-delà, que vos actions et vos pensées aillent dans la même direction. Si vous voulez aller dans une direction et que vous pensez à réaliser quelque chose, mais que vos actions vous mènent dans une direction complètement opposée, vous n'arriverez pas à destination. Et ce n'est pas avant tout un manque d'unité, donc il faut s'unir, garder bien en tête où vous voulez aller. Et ensuite, tout vient tout seul. Beaucoup de personnes me demandent comment, elles me disent «Et comment tu as réussi?» Et je te réponds en le voulant, parce que si je te dis comment, je te dirai «Oui, moi je l'ai trouvé comme ça, de telle ou telle manière». Il y a 1000 façons. Si je te dis J, comment peut-on aller au centre de Madrid? Tu me diras qu'il y a 1000 façons, mais si je te dis J, allons à Madrid. Je veux aller à Madrid. Il n'y a qu'une seule volonté, c'est pour ça que si on se concentre sur le vouloir, si on se concentre sur ce qu'on veut, ensuite les moyens viendront d'eux-mêmes. C'est pour ça que si on veut quelque chose, on ne doit pas se demander comment. Le comment vient tout seul. Parce que si on pense au comment, on se paralyse. Parce qu'il y a 1000 façons de réaliser n'importe quoi. Il y a 1000 façons de faire les choses. Donc, si on se concentre sur la manière dont on va le faire, on perd déjà cette perspective. On se dit d'accord, il y en a tant, donc je me bloque. Mais si tu dis je veux, tu te concentres, tu trouveras le chemin. Comme on dit, voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Et c'est comme ça, parce que tu n'as pas non plus besoin de connaître le chemin que tu vas tracer, simplement jusqu'où tu veux arriver, alors là, le chemin se fait tout seul. Eh bien, Iker, grand message pour les gens. Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce programme incroyable. Ces réseaux sociaux sont en description. Je recommande vivement à tous ceux qui souhaitent le suivre ou apprendre à vivre de façon autosuffisante d'y aller. Une grande personne et surtout, Avec beaucoup de courage,
Avec beaucoup de courage, j'ai reçu ce cadeau, l'un des meilleurs qu'on m'ait offert, même si je pense qu'il a bouleversé ma vie, car je ne voudrais plus rien d'autre. Merci beaucoup, Iker. Merci beaucoup à toi, Jota. À bientôt dans le prochain épisode de La Factoria, messieurs. Ciao.